le Heurt anticommuniste League, eux ne peuvent pas agir dans une portion du monde, ni partout en même temps. Eux, pour faire quelque chose, ils le feront faire. Par qui? Par des compagnies amies faisant partie du même système. Vous avez l'Europe divisée en 8 avec un centre. Nous avions le groupe centre pour la Belgique, l'ouest de l'Allemagne, le nord de la France et pratiquement la majeure partie des Pays-Bas. Latinus avait été chargé de constituer et de structurer ce groupe comme une armée secrète, un peu sur le modèle de la SS. Il y avait un service secret, un service de sécurité à l'intérieur du groupe. Chaque membre du groupe portait un double nom, un nom de code, généralement des noms allemands. Chaque membre ne connaissait pas l'autre et on recrutait dans ce groupe par parrainage. Et celui qui était recruté ne connaissait pas les autres membres de l'équipe. On peut créer une branche action avec ceux qui sont les plus physiques. On peut créer une branche, je veux dire intellectuelle. Ce sont ceux qui vont gérer le renseignement. Donc de l'information, de l'action et de l'université. L'université, pourquoi? Parce qu'on a parfois besoin d'un scientifique, d'un laborantin pour un produit bien spécial, comme dans une brigade judiciaire, bon, il y a toujours le labo. Ce cheveu, à qui appartiendrait-il? Bon, on n'est pas allé jusqu'aux cheveux, mais des produits chimiques, une demande à la limite, une demande d'explosifs, ça se fait vers la branche universitaire. Quelque chose de spécial, bien entendu, on ne vous parle pas d'un bâton de TNT, des produits beaucoup plus spéciaux. Je reprends contact avec Paul Latinus. Il me donne rendez-vous dans un restaurant de province et nous nous voyons pendant toute une nuit, au cours de laquelle il me raconte qu'il a été chargé par des autorités, il ne me dit pas lesquelles au début, de constituer depuis plusieurs années en Belgique un groupe secret de résistance pour lutter contre une certaine pénétration soviétique et contre la collaboration de certaines autorités belges avec les soviétiques. Des opérations commanditées, des opérations commandées. Paul Latinus, les recevant, doit, pour nous les faire, doit être certain d'une aide en cas de problème. Bon, on ne peut pas envoyer des jeunes, des moins jeunes, sur le terrain en disant que peut-être tantôt, dans 2 heures, dans 3 heures, ils se retrouvent avec une balle entre les 2 yeux. C'était les risques permanents. En cas de problème, ils se sont fait éventuellement prendre par une police communale. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle d'identité. Bon, la police rentre comme un cheveu dans la soupe. On peut pas dire aux policiers, écoutez, nous sommes dans une telle mission, etc. Non, bon, d'accord, contrôle, qu'est-ce que vous faites là? On ne peut pas vous le dire, clac, les menottes, et on est emmené pour un interrogatoire. Tout à fait classique. Dans ce groupe, il y avait également ce commissaire de la Sûreté de l'État qui a dit plus tard qu'il infiltrait ce groupe, mais qui néanmoins a donné des cours particuliers de filature dans un appartement d'un des responsables du groupe, et ce commissaire arrivait avec une cagoule sur la tête, accompagné d'un garde du corps. On l'appelait le colonel, c'était son nom de code, et il disposait d'une carte du WNP avec les sigles secrets du groupe. Et parmi les techniciens qu'il a fait venir à des cours, il y avait un membre des services de sécurité du marché commun, nommé entre guillemets Robert, et il y avait un autre membre qui venait donner des cours en cagoule et qui s'est révélé être un commissaire de la Sûreté de l'État, Smets. Et lorsque nous avons posé des questions sur ces cours, nous avons également demandé s'il était exact que le commissaire avait organisé des exercices après les cours. Et le commissaire a fini par admettre qu'il avait été sur les lieux d'un exercice au mois de mai 1984, ici dans Bruxelles. On avait dit aux jeunes qu'une jeune femme qui habitait Bruxelles était la maîtresse du terroriste Carlos, et on leur avait demandé de surveiller cette femme jour et nuit. Ces personnes ont donné des cours d'encadrement, de filature, d'armement. Robert a donné des cours de placement d'explosifs dans les cages d'escalier, a donné des cours de démontage et remontage d'armement et de tir, et également de tuer sans laisser de traces. Lorsque je le rencontrerai quelques jours plus tard et dans les semaines qui suivent, et que je lui demanderai mais qui t'a chargé de constituer ce groupe,
Il va d'abord parler de la sûreté de l'État, et là nous avons pu vérifier, il travaillait pour la sûreté de l'État, il était payé pour la sûreté de l'État. Et puis il parlera également d'autorités militaires étrangères, et lorsqu'on insiste, il finira par dire les services secrets militaires américains. Je confirme, il a rencontré des gens d'ambassade, mais j'ai jamais pu les rencontrer comme je vous rencontre aujourd'hui, à 2 mètres de distance. C'était pas le cas. Pourquoi? Parce que c'était pas mon domaine d'activité. Lui, c'était, si on veut dire, la diplomatie, c'est-à-dire les rapports avec les autorités étrangères. Nous, c'était le rapport tout à fait actif. On est sur le terrain, on sait qu'on est protégé, on sait que l'on a du secours de toutes les autorités possibles par le type de mission qui est engagé. Si on me demande est-ce qu'il était à la solde des Américains, je ne peux pas vous dire qu'il en était à la solde, mais en relation suivie, ça oui, de toute façon. Nous avons appris qu'il y avait eu un autre exercice au mois de janvier jusqu'en février 1984. On avait dit à ces jeunes qu'il y avait un couple, ici également à Bruxelles, qui était probablement lié au KGB, qui étaient des agents du KGB et il fallait le surveiller. Et lorsque nous avons appris que ces exercices avaient eu lieu, nous nous sommes évidemment souvenus qu'en février 1982, on avait retrouvé ce couple égorgé et abattu de balles dans la tête. On reçoit des plans. Bon, par exemple, on va reprendre, supposons qu'on est en 82, de 82 à 85, il y a des projets. Vous en tant que monsieur Libert, vous ne connaissez rien du pourquoi. Vous ne connaissez rien du comment. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est avec vos effectifs, avec une couverture par la gendarmerie, une couverture par la sûreté ou quelque autre autorité. Vous avez un boulot déterminé à remplir. Question, reprenons les grands magasins. Question de savoir où se trouve-t-il, quels sont les types de fermeture, quel est le style d'inspection sur place qui va, oui ou non, pouvoir interférer dans les opérations. Donc s'il y a un inspecteur du magasin même présent pour fermer les portes, si c'est une compagnie extérieure comme un Securitas ou un Intergarde, on a reçu des ordres, on a exécuté, on a rentré nos avis, les heures d'ouverture, les heures de fermeture, tout ce que vous pouvez connaître sur un grand magasin, comment sont installés les rayons, etc. Savoir pourquoi et à quoi ça devait servir. C'est une parmi des centaines de missions qu'on vous demande, c'est une des choses que vous rentrez. Maintenant, l'usage qui en fera. Ce que l'on en fera plus tard, ça c'est le grand point d'interrogation. Où a-t-on abattu les victimes? Il y en a sur le parking, il y en a dans le magasin. Avant, pendant et après l'orgue? Simplement vu donc quelqu'un courant avec un masque de carnaval, avec un fusil. Mais le butin est dérisoire, il doit être en dessous de 200 000. 200 000 pas l'argent que l'on cherchait. Ça c'est difficile à dire. Il avait un genre de masque comme au carnaval. Il avait un grand fusil, je ne sais pas ce que c'était exactement. Et quand je me suis avancé, il a fait un geste comme ça vers moi, naturellement. Je n'ai pas demandé mon compte. J'ai fait demi-tour et je suis allé vers la boucherie, vers l'arrière. The guns they were using were coming from the far highway. And that's exactly what we did plan. It's to organize gangs and groups like that and let them go by themselves, but make sure they will survive and make sure to supply them and, just to create a climate of terror in the country. After 4 years of random killings and hold-ups, the Brabant-Wallon killers vanished. Then, after a year of silence, a phone call led police to a sack in a Belgian canal. In it they found the weapons used in the killings and much of the loot. The caller never identified himself.